Voilà, donc j'ai lu Équador pour la première fois en 1987, alors que je m'apprêtais à partir pour un séjour de 2 ans en Équateur, pour suivre des études doctorales à l'Institut français études andines à Quito. Et comme bien d'autres en pareilles circonstances, j'ai eu le sentiment d'être floué par cet ouvrage. Ce livre était la négation même d'une invitation au voyage. Donc lire ça juste, une semaine avant de prendre l'avion, avant un séjour de 2 ans, c'était une expérience assez redoutable. Alors, on m'en avait pourtant averti, j'avais parlé avec quelques professeurs, je ne trouverai chez Michaud que la quête d'un exotisme intérieur. Et avant même de prendre l'avion, donc j'ai lu Un barbare en Asie qui m'avait rassuré. La calligraphie mise à part, l'Asie de Michaud était éloignée de celle que j'avais moi-même étudiée dans ma première vie au Langzhou, parce que j'ai d'abord été spécialiste du Japon. Et je me suis dit que l'Équateur de Michaud devait donc lui aussi relever d'un jeu de représentation. Donc je pouvais retrouver espoir à la veille de mon départ et cataloguer l'opium de la grande altitude, les Indiens brachycéphales et les chiens écrasés au rang des stéréotypes qu'un jeune littérateur belge à la carcasse de poulet avait plaqué sur un pays qu'il ne pouvait saisir avec justesse. Alors, 38 ans se sont écoulés depuis ma première lecture, durant lesquels je n'ai cessé de parcourir l'Équateur, de séjourner dans sa capitale, au fil de nombreux séjours de recherche. Et durant toutes ces années, je me suis plongé dans les archives de Quito, j'ai forcé les portes des couvents et des lieux les plus secrets, y compris les souterrains de la ville, ça on pourra en parler. J'ai gagné la faveur des élites, et notamment la faveur de la famille Gangotena. J'ai même réussi en de brèves occasions à partager l'intimité des Indiens, sûrement la chose la plus difficile. En somme, au fil des ans, j'ai eu l'illusion d'ouvrir, alors un peu par effraction, le coffre-fort quiténien qu'évoque Michaud. Alors, nulle condescendance de ma part à l'égard de Michaud, bien au contraire, son approche poétique a pour moi l'outrecuidance de la vérité, et à plus d'un titre. Alors, pour préparer cette séance, j'ai entrepris de lire la plupart de ceux qui ont écrit sur le livre, ceux qui ont écrit sur Équador. Et je me suis rendu compte que beaucoup voyaient dans le livre une sorte de préfiguration de l'œuvre à venir. Jean-Michel Maupoua, par exemple, suggère d'établir le parallèle du voyage dans cette contrée maudite avec les multiples parcours de l'aliénation que Michaud fera plus tard. Dans la même veine, quasiment tous ceux que j'ai lus évoquent le glas de l'exotisme, et à ce titre, les pages de Jean-Pierre Martin, dans son ouvrage Henri Michaud, écriture de soi, expatriation, m'ont semblé de loin les plus lumineuses. Je pense que vous connaissez sûrement ce livre, qui est, en tout cas, le meilleur de ceux que j'ai lus à propos d'Équador. Ma grande surprise, pourtant, à la lecture de tous ces interprètes de Michaud, est de constater à quel point le regard sur l'Équateur ne serait finalement que spéculaire. En somme, une série de notations égotiques, mal fagotées de surcroît, sous la forme d'un faux journal, comme nous le dit son ami Yves Perret dans Henri Michaud, Permanence de l'ailleurs. Il le qualifie de faux journal. Alors, vous l'aurez déjà compris, je ne saurais me résoudre à cet argument d'un regard spéculaire et d'un discours purement égotique, et je souhaite vous inviter à découvrir durant cette séance les innombrables clés de compréhension de Quito que nous livre Michaud, quelquefois malgré lui, mais pas toujours. Et je crois que c'est justement ça l'angle de notre séminaire. Alors dès lors, comment procéder? La séance sur Michel Audin a montré à quel point le regard de chacun était porteur
d'interprétation très originale. Alors je ne souhaite pas vous asséner d'emblée ma grille d'interprétation à l'égard du texte. J'ai néanmoins conscience de deux difficultés qui se posent d'emblée pour vous. Première difficulté, c'est que la plupart d'entre vous ignorent Quito. Alors, je ne sais pas qui connaît Quito parmi vous, mais problème qui ne s'était pas posé pour le Paris de Michel Audin. Et j'oserais dire, vous ignorez Quito, comme la plupart des interprètes du livre que j'ai lu, à l'exception notable de Jean-Pierre Martin. De là provient peut-être cette propension générale à interpréter le livre comme purement spéculaire. C'est une hypothèse que je pose. Mais la plupart des gens que j'ai lus qui parlent d'Équateur connaissent très bien Michaud et très peu Quito. Comment en effet déceler la trace d'une vérité poétique sans avoir la moindre idée sur l'objet concerné? Alors, il y a une autre difficulté qui nous ramène davantage au sujet du séminaire, c'est que Quito est, pour reprendre la typologie de Max Weber, une ville de citadins des champs, une Ackerbürgerstadt. Sous la colonie, on appelait Quito, on l'a dénommé Ciudad de Cinco Leguas, la cité de 5 lieues. Voilà pourquoi la limite physique de la ville est sans cesse estompée ou dilatée dans l'ouvrage, comme elle l'a toujours été dans la réalité. Si vous demandez à un Quiténien où s'arrête Quito, et alors sous la colonie c'était admirable, ça vous entraînait extrêmement loin sur le haut plateau andin. Souvenez-vous, dès la page 33, à peine arrivé à Quito, Michaud évoque la cordillère, puis le mirage d'une ville indienne. Cette ville est-elle encore Quito, ou plutôt une petite ville de la province de Pichincha, la province de Quito, ou la province d'une Chimborazo, où se rend également Michaud. On pourrait penser à Sangolquí ou à Otavalo en raison de l'allusion au poncho de couleur écarlate, les caillots de sang du poète. Mais Michaud nous dit aussi qu'il se réfugie par moments dans le haut de la ville où habitent les indigènes et qu'il y trouve justement ces fameux ponchos rouges couleur caillots de sang. Et là, j'en suis quasiment sûr, c'est parce que Michaud, tout simplement, se rend sur les hauteurs au sud de la ville, à proximité de la maison où il habite, la maison des Gangotena, étant à l'extrémité sud de la ville, au pied d'une série de hauteurs, du côté peut-être de l'ermitage de San Diego. De même, quand il évoque le château et le parc de Pacifico Chiriboga Gangotena, un des plus grands collectionneurs d'art des années 1920, il vous parle de la proximité du volcan Cotopaxi, mais cette proximité, c'est tout simplement la banlieue de Quito. Cette hacienda, et le volcan est à 50 km de la ville, mais la propriété de Pacifico Chiriboga est dans le Valle de los Chilios, qui est tout simplement l'agroïcos de Quito, à l'intérieur du périmètre des 5 lieues. Ça, c'est une vraie difficulté quand on lit le livre. On ne sait jamais s'il est vraiment à Quito ou ailleurs. Mais c'est parce que Quito est une ville de citadins des champs. Alors, je vous propose de procéder comme suit. Vous dire d'abord quelques mots sur la réception du texte en Équateur. En préparant le séminaire, je me suis demandé qu'est-ce que les Équatoriens ont bien pu penser d'Équateur quand ils ont reçu le livre fin 1929. Deuxième chose, vous dire ensuite ce que je sais du contexte même du voyage. Comment s'est fait ce voyage? Un voyage, vous l'avez compris, qui est un voyage de 2 personnes, Alfredo Gangotena, équatorien, et Henri Michaud. Et troisièmement, vous montrer quelques extraits d'un document assez exceptionnel, le film de Carlos Endara Andrade, tourné à l'époque même du séjour de Michaud. Officiellement, le film a été tourné en 1929, mais je soupçonne que certaines images datent de la fin 1928, mais peu importe, c'est exactement la même époque. Or, ce film n'a été découvert que récemment au Costa Rica en 2017, et il n'a été restauré qu'en 2020, et très peu de gens l'ont vu. Donc ce film, je vous en montrerai, pardon, pour
c'était égotisme, mais on verra quelques extraits du film que j'ai choisi en fonction du livre. Le film dure 1 heure, mais j'ai choisi 4 extraits qui font au total de 15 minutes et qui se rapportent tous à des passages du texte. Je donnerai ensuite la parole à Anne-Elisabeth Alperne, qui nous parlera de l'homme troué en spécialiste, que je ne suis guère, je ne suis pas du tout spécialiste de Michaud. Et puis nous procéderons autour de table, avant une discussion générale. Nous avons la chance de compter Vera Dickmann parmi nous, qui a eu le privilège de connaître Michaud, c'est quand même quelque chose. Mais on donnera peut-être la parole d'abord à Loïc Vadlorge, qui nous lira le commentaire de Virginie Tarre. Alors quelques mots rapides sur la réception du texte en Équateur. Équador est paru à la NRF en juillet 1929, et le livre a été plutôt bien reçu par la presse, même si on perçoit qu'il déconcerte. Le livre s'est très mal vendu, ça on le sait, peut-être comme tous les livres de Michaud. Ce qui est intéressant, c'est que Georges Pillement est à l'époque un des rares qui s'intéresse à l'Équateur. Il a publié Jean de l'Équateur en 1945. Georges Pillement a très rapidement saisi l'intérêt du livre et il l'a analysé en 1929 dans un article qu'il a publié à Marseille en octobre 29. Je cite Pillement: « Ce voyage en Équateur est un voyage autour de soi à la surface de l'Équateur. On y découvre l'Équateur, mais on y découvre surtout Henri Michaud, et c'est une découverte qui vaut le voyage. » Effectivement. Alors de fait, le livre est une sorte de collage de textes de nature différente. Ça, tout le monde l'a remarqué dès 1929. Et on sait aussi que Michaud a envoyé des livraisons successives à Pollan, depuis Quito, donc à Gallimard, et que une dizaine de ces textes ont été publiés en mai et en juin 1929 dans la revue Bifur ou Bifour, comme vous voudrez. Comme l'a bien analysé Jean-Pierre Martin, le livre même Équador n'a pas conservé l'ensemble des textes que Michaud avait envoyés à Pollan, de même que Michaud a intégré au livre un grand nombre de fragments et de poésie. Donc en fait, Équador a une structure très, très hétérogène pour être un authentique récit de voyage. Le livre est parvenu très rapidement à Quito dès 1929 et il a déconcerté pour le moins ceux qui avaient accueilli Michaud. Claude Couffon, qui était professeur à la Sorbonne, a écrit en son temps qu'il considérait le texte comme injurieux et blasphématoire. Philotéos Samaniego, qui est un critique d'art équatorien, qui a aussi été ministre des Affaires étrangères, a rapporté en 1987 que les réactions de l'élite quiténienne avaient été extrêmement vives à la lecture de Michaud, fin 1929. Ceux qui l'avaient reçu et comblé attendaient d'être adoubés par un représentant de l'UTES, c'est ce qu'écrit Samaniego. Or voilà que ce représentant de l'UTES leur envoyait la figure: « Non, ce ne sont point ici gens d'Europe ». Vous vous souvenez de ce passage, page 85. Alors de nos jours, Michaud n'est connu en Équateur que de rares intellectuels, et comme je le disais pendant le déjeuner, aucun lieu de mémoire ne célèbre Michaud à Quito. J'entends par là pas même une plaque sur la maison des Gangotena, devenue un hôtel de luxe 5 étoiles depuis peu et épicentre d'un tourisme haut de gamme. Je vous montrerai des photos tout à l'heure, si vous le voulez, de l'hôtel, puisque je m'y suis promené grâce à cet impôt du visage qui fait qu'en tant que blanc, je peux entrer partout en Équateur. Malgré tout, le livre est toujours en vente en édition espagnole à Quito. Alors, il y a de moins en moins de librairies à Quito, mais on trouve encore le livre de Michaud. Ceux qui mentionnent le plus Michaud sont des anthologies qui portent sur Quito. Il y a une fameuse anthologie qui s'appelle Quito, Tradition, Témoignages et Nostalgie, qui date de 1993 et qui est rééditée fréquemment, de Edgar Freire Rubio, qui cite le passage de Michaud consacré au Loco Larrea, le fou Larrea. Comme par hasard, l'autre grande anthologie qui se vend et qui cite Michaud, qui s'appelle Quito selon les étrangers, Quito d'après les étrangers, comme par hasard reprend le même passage, comme si finalement ce qui n'intéressait les Équatoriens, ce n'est que le passage
sur le fou Larrea, vous savez, quand il conduit son automobile. Alors c'est intéressant parce que dans l'anthologie de 96, le passage est intitulé « Conduite typique des Quiténiens ». Alors conduite avec une ambiguïté, bien sûr, sur le type de conduite. Alors j'aurais tendance à dire que Michaud a été récupéré au service d'un discours autoflagellatoire des équatoriens, le discours du pessimisme ou du fatalisme historique. Je ne sais pas si vous le savez, mais les équatoriens souffrent énormément d'être un pays inconnu de tous, situé entre deux pays connus de tous, qui sont la Colombie et le Pérou. Alors, à ce propos, je voudrais citer un très beau texte écrit en 1934 par Gonzalo Escudero Moscoso à l'occasion du 4e centenaire de la fondation de Quito. L'auteur, Escudero, était député de la province du Cotopaxi à l'Assemblée constituante de 1929. Donc c'est un des hommes politiques jeunes, puisqu'il a à peine 26 ans en 1929, qui compte à l'époque, et qui fera une carrière de poète à Paris à partir de 1931, à l'occasion d'un poste diplomatique. Or, ce texte qu'il a écrit en 1934 m'a semblé très éloquent, et il est peut-être une réponse à Équador de Michaud. Donc, je l'ai inclus dans la rubrique « Réception ». Ce texte, alors l'auteur est qualifié d'hermétique encore aujourd'hui par les équatoriens, le texte s'appelle « Quito sub specie aeternitatis », donc Quito de toute éternité, pour le dire simplement. Escudero compare, dit-il, alors il compare Quito, mais il dit « Une ville est un livre qu'il faudrait lire et relire. Il évoque une lecture ésotérique de pierres, de panoramas en jeu de cartes, au gré du temps, des fumées, du soleil et de la pluie, autant d'images fatiguées par leur éternité. » Et il ajoute « L'éternité, ce qui équivaut à dire la mort, a emmailloté Quito de liturgie. Et voici la ville protégée par ses murailles de montagnes et de collines, qui n'a jamais abjuré son destin de tours et de coupoles dominant la pépinière des maisons basses. Voici la multitude féodale qui prie tout en l'ignorant. Voici l'homme champignon. Alors là, c'est un jeu de mots à partir de l'espagnol hongo, à cause de la forme des chapeaux. Donc les Indiens qui ont des chapeaux en forme de champignons inversés. Voici l'homme champignon, muet dans son habitation, insecte lent dans la rue. Voici la citoyenneté des cloches, vocabulaire d'une âme souterraine, comme celle qu'a pu enfanter l'accouplement du scepticisme hispanique et du quiétisme aborigène. Notez à ce propos le jeu de mots, puisque Quito, sous la colonie, était surnommé Quieto, donc la ville où il ne se passe rien, de quiétisme. Et surtout par les Colombiens, qui n'aimaient pas Quito, qui n'ont jamais aimé Quito. Il ajoute, Escudero, « En tant que quiténien, je rêve d'une cité quiténienne sauvée, débarrassée de ses superstitions les plus grandes et de cette pudeur qui l'enveloppe comme l'ombre de son propre Moyen-Âge. À Quito, le soleil constitue la vérité ultime, celle que nous offre un bain de lumière intégrale, que cette dynamique naturelle soit notre miroir, contre l'ethnos, l'éthos et le pathos qui nous enferment dans une triple armure, car la race, la tradition et l'émotion nous ont dicté un décalogue d'indigence et un alphabet de conformisme. Le grand jour s'approche, durant lequel les hommes anonymes de la foule urbaine, en association avec les bêtes humaines des champs, ne seront plus des cadavres ambulants, alors Quito possédera le privilège de la puissance ignée, I-G-N-E-E, la ignipotencia, dit-il en espagnol, plus encore que la montagne ardente qui la soutient. Alors Quito sera un roc de l'esprit, posé sur le plancher rocheux du haut plateau. Alors, nulle allusion ici à un grand soir, tel qu'on l'entend chez nous. L'aurore des temps nouveaux évoqué par Escudero renvoie plutôt à un réveil des consciences, à une promesse relativement mystique d'une humanité métisse qui serait enfin fière d'elle-même face à l'Europe. Et ça, c'est quelque chose de typique en 1934, à l'époque où les Mexicains, Vasconcelos ou Alfonso Reyes, que vous connaissez peut-être, ou Mariátegui au Pérou, ou Arciniegas en Colombie, demandaient aux Sud-Américains d'être fiers de leur identité sui generis face à l'Europe, c'est-à-dire cesser d'avoir un complexe d'infériorité.
Je pense que ce texte écrit en 1934 à Paris est peut-être une réponse au texte de Michaud. Alors, deuxième point, rapidement, le contexte même du voyage. Alfredo Gangotena, celui qui emmène Michaud en Équateur, était issu d'une des familles de propriétaires terriens les plus riches d'Équateur. Sachez qu'il était déjà reconnu comme poète dans son pays à l'âge de 14 ans. Déjà à l'âge de 14 ans, il publie des poèmes à Quito, Gangotena. Alors il vient en France fin 1920, il a 16 ans. Son père, qui est sûrement l'homme le plus riche de l'Équateur, l'emmène avec sa mère, son frère et sa sœur, et ils s'installent au 157 rue de la Pompe, où ils ont pu avoir un train de vie conforme à leur rang social. Voilà. Donc c'est le numéro 157. Il étudie au lycée Michelet, et son père refuse rapidement qu'il poursuive des études aux Beaux-Arts. Donc il y a une phrase fameuse du père d'Alfredo Gangotena donc à son fils, « Pas de maçon dans la famille ». Voilà. Donc ce sera l'école des mines. L'école des mines où Alfredo Gangotena se découvrit une authentique passion pour les sciences de la nature, sans délaisser pour autant la poésie. Donc il aura son diplôme d'ingénieur des mines et sera un brillant ingénieur des mines au point qu'il a même le statut d'étudiant français à l'école. Alors en ses premières années parisiennes, Alfredo Gangotena fréquentait l'élite sud-américaine liée à l'économie et quelques grands noms de la littérature française, et il les fréquentait au 10 avenue Élysée-Reclus dans le salon parisien de Gonzalo Saldumbide, ambassadeur d'Équateur à Paris, et lui-même poète et essayiste. Et Saldumbide réunissait au 10 avenue Élysée-Reclus des hommes de lettres, Ernest Martinanche, Marius André, Francis de Miomandre, Valérie Larbaud et surtout Jules Supervielle. Je pense que c'est dans ce salon que Georges Pilleman a repéré Gangotena et a commencé à traduire Gangotena dès 1923. C'est durant le second semestre de l'année 1923 que Gangotena a fait la connaissance de Mike Jacob et qu'une très proche amitié a débuté entre les deux. Ne parlons pas d'une immense correspondance. La correspondance Gangotena-Mike Jacob est immense. Et Mike Jacob a introduit Gangotena auprès de Cocteau. Cocteau immédiatement considère que Gangotena est un génie et Cocteau va parler de Gangotena à Gallimard dès 1924, ce qui explique donc la sortie en mars 1928 chez Gallimard du grand livre de Gangotena, Orogénie, livre de poésie donc sur la chaîne des Andes. À ce moment-là, en 1928, Supervielle avait déjà supplanté Cocteau et Jacob comme véritable mentor de Gangotena. Quand on étudie le parcours de Gangotena à Paris, on voit bien que dès 25, Supervielle devient l'ami le plus proche, il l'invite à Port-Cros, etc. Et c'est justement Supervielle qui va permettre le renforcement des liens entre Michaud et Gangotena, puisqu'il les invite à Port-Cros ensemble, même si la rencontre physique, la première rencontre entre Michaud et Gangotena a eu lieu à Paris chez des amis de Supervielle. Alors les affinités entre Gangotena et Michaud sont évidentes. Ils sont tous les deux très timides. Ils ont une incarnation incommode, si je puis le dire ainsi. Gangotena est hémophile, Michaud est malade, du cœur, des poumons. Tous les deux sont passionnés par les sciences naturelles et tous les deux sont évidemment poètes. L'invitation faite à Michaud de se rendre en Équateur fut très rapide, dès 1925. Mais comme vous le savez, le voyage n'aura lieu qu'à partir de décembre 1927. En décembre 1927, Gangotena a 23 ans et Michaud en a 28. À se demander d'ailleurs si Gangotena n'est pas plus connu à Paris que Michaud au moment du départ. L'expérience pour Gangotena du retour en Équateur, puisqu'il a passé
plus de 8 ans à Paris avec sa famille, cette expérience du retour a été d'une grande souffrance pour lui. Nous le savons, il ne reconnut pas son propre pays. L'Équateur avait beaucoup changé entre 1920 et 1928. En 1928, il y avait 2 millions d'habitants en Équateur. Pour faire simple, 700 000 Indiens, 900 000 métis et 400 000 blancs, entre guillemets, enfin, des créoles, donc des Espagnols nés en Amérique qui prétendent qu'ils sont toujours restés créoles. C'est surtout l'époque, 1928, où les élites blanches de Quito, donc la famille de Gangotena, a perdu du terrain face aux élites de Guayaquil sur la côte, enrichies par le cacao. Donc c'est une époque très difficile pour les élites de Quito, aussi parce qu'il y a eu toute une série de révoltes indigènes dans la montagne dès 1921, et jusqu'à l'époque du voyage, je ne vais pas vous donner toute la liste des révoltes indigènes de la vallée interandine, mais elles sont très nombreuses, sans parler des événements de Guayaquil qui avaient fait 1500 morts en 1922, liés à l'effondrement des cours brutales du cacao. Donc l'Équateur où arrivent Michaud et Gangotena est un Équateur, malgré tout, en mutation rapide. Le Parti socialiste équatorien avait été créé en 1925, la contestation sociale et la contestation indigène étaient de plus en plus fortes. Ça, c'est pour que vous compreniez que Gangotena arrive à Quito en quelque sorte à contre-courant. Il arrive chargé de son expérience française et européenne dans un pays où la nouvelle génération d'hommes de lettres s'intéresse davantage à la culture latino-américaine sui generis. La génération que je mentionnais précédemment, celle de José Vasconcelos, d'Alfonso Reyes, de Mariátegui, etc. Donc des auteurs qui veulent dire le beau de l'indigène ou le beau d'une culture métisse. Disons une génération indigéniste, mais pas encore indianiste, comme on dit aujourd'hui. Selon Adriana Berchenko, la biographe de Gangotena, celui-ci arriva à Quito en 1928 malade et complètement désorienté par son pays. À tel point que Michaud, en 1934, quand il se souvient du Gangotena de l'arrivée à Quito, le décrit comme quelqu'un qui s'était enfermé sur lui-même, qui regardait ses proches comme s'ils n'étaient que des pierres. Michaud écrit que le regard de Gangotena était, je cite, devenu terrifiant comme celui d'un mort. Donc Michaud décrit son ami équatorien comme quasiment un mort-vivant, à peine arrivé à Quito. Ce qui maintint Gangotena en vie, ce fut justement la parution d'Orogénie à Paris en mars 1928. Ils sont déjà à Quito, mais le livre leur parvient 2 mois plus tard à Quito, et la présence de Michaud à Quito. Donc vous l'aurez compris en lisant Équador, cette relation d'amitié profitait en réalité davantage à l'Équatorien qu'aux Belges parisiens. Mais vous l'aurez compris aussi, cette relation d'amitié est devenue brusquement étouffante pour Michaud quand il découvrit qu'on lui avait aménagé une chambre dans la maison familiale. Gangotena avait agi en aristocrate quiténien, et Michaud ne supporta pas ce type de générosité et considéra désormais son ami comme un traître. Je ne sais pas si vous vous souvenez du mot de traître qui apparaît dans le livre. Vous connaissez la suite, le retour de Michaud en France par l'Amazonie, et ce que vous ne savez pas, c'est l'enfermement de Gangotena, c'est-à-dire qu'il va rester prostré dans la maison après le départ de Michaud, dans une extrême solitude, il échoua même, au bout de quelques mois, dans sa tentative d'enseigner la minéralogie à l'université de Quito, ce qui va même rater sa carrière universitaire, et à partir de lui, il s'enferme dans la maison, n'écrira plus grand-chose, à la fois déçu par le fait qu'on l'ait oublié à Paris, et déçu d'être en décalage complet avec ses contemporains d'Équateur. Donc il mourra à la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous savez, demandera à être enterré avec une croix de Lorraine. Bon, il avait aidé Paul Rivet au combat de la France libre à Quito. Alors, troisième et dernier point, pour ne pas être trop long, le film que je vous ai promis. Je voudrais vous prendre un peu à contre-pied en vous révélant ce document exceptionnel qui est contemporain du séjour de Michaud à Quito. Avant de vous en projeter
quelques courts extraits que j'ai choisis, je voudrais citer un autre équatorien, qui est Raúl Andrade, qui évoque le Quito des années 20, dans lequel ont vécu Michaud et Gangotena ensemble durant un an. Voilà ce que dit Andrade du Quito des années 20. C'était plus ou moins, de ce que je me rappelle, comme une reproduction pleine de magie de ces crèches de Noël que les puissants de Quito montaient dans leurs maisons à antichambre. Les maisons antichambres, parce que ce sont des maisons comme les maisons romaines, ou plus tard la maison musulmane et andalouse, avec une avant-cour et une arrière-cour, un espace public, un espace privé. C'est ainsi qu'on avait peuplé la ville d'éléments insolites. Donc, Andrade compare Quito à une crèche de Noël. On avait peuplé la ville d'éléments insolites, des monuments en laiton, copiés de ceux de Paris, style Fontaine-Wallace, des fontaines en ciment armé, des bidets dorés, des tramways, le tramway de Quito, qui a été inauguré à l'époque et faisait la fierté des Quiténiens, des autobus avec des câbles, des gratte-ciel en miniature, donc des gratte-ciel de 7 étages, pas plus à cause des tremblements de terre, et de splendides boulevards d'un demi-bloc pour que se promènent les retraités mélancoliques du passé, les béates à coiffure, les voleurs à la tire et les nostalgiques de la vie civilisée. Ça, c'est ce que dit Andrade du Quito des années 20. Et j'aime beaucoup cette image de crèche de Noël hétéroclite, parce que c'est vrai, Quito a longtemps été cela, un théâtre de pierre miniature, où l'on était à la fois acteur et spectateur, où l'on souhaitait toujours être proche du ciel, mais où l'on souhaitait aussi dire son appartenance à la modernité. Les Quiténiens de l'élite disaient toujours qu'ils voulaient être membres et partie de ce que Blaise Cendrars appelait dans les années 20 l'extrême Occident. Nous voulons appartenir à l'extrême Occident. Le film que je vais vous montrer, enfin les extraits, date de 1929. Il a été tourné par Carlos Endara, un équatorien de 70 ans. C'est un homme de 70 ans qui a tourné ce film. Originaire du nord de l'Équateur, Ibarra, mais qui avait vécu 50 ans au Panama. 50 ans. Aussi, ce film offre à celui qui le regarde une étrangeté que l'on pourrait comparer à celle du récit de Michaud. Ce que je veux dire par là, c'est que Endara a une curiosité venue d'ailleurs. Mais il y a plus. Endara a d'abord été peintre dans sa jeunesse, formé dans l'atelier de Monsalvas à Quito. Et là aussi, il y a une passerelle avec Michaud qui se fait jour. Donc le film que vous allez voir est un film de quelqu'un qui n'a plus vu l'Équateur pendant 50 ans, mais qui, jeune, était peintre. Ce film n'a été projeté qu'une fois, en 1934, au cinéma Bolivar à Quito, devant un cercle très restreint, à savoir les propriétaires du journal El Comercio, qui d'ailleurs apparaissent dans le film. Ce film ensuite est complètement tombé dans l'oubli, il n'a jamais été montré au public, et il n'a été redécouvert au Costa Rica qu'en 2017. C'est donc un film récit de voyage, puisque le film va de Guayaquil à Quito. Le film reprend exactement le trajet de Michaud, film qui n'était pas destiné au grand public. Ce sont les collègues de l'Université Simon Bolivar qui ont procédé à sa restauration entre 2017 et 2020. Alors on n'a pas réussi à tout sauver. Il dure 1 heure, il a l'intérêt de reproduire le voyage de Michaud. La troisième partie dure 30 minutes, elle est pleinement consacrée à Quito. Alors soyez rassurés, je ne vous propose que 4 courts extraits de maximum 15 minutes, mais on pourra abréger dès que vous voulez, qui entrent en résonance avec le voyage de Michaud. Donc je vais vous passer déjà le premier extrait. Alors ce premier extrait se situe donc au moment de la partie quiténienne du film. Donc il y a 3 parties dans le film, Quito intervient à la fin. Et donc au début du film, on voit les lavandières du Rio Machangara. Quito a une rivière, non pas un fleuve. Quito est à 3000 mètres d'altitude, souvenez-vous. Donc vous avez une petite rivière qui descend des Andes. Et Endara a filmé les lavandières, qui sont pour l'essentiel des Indiennes. Souvenez-vous que dans le livre, il y a énormément de notations sur les femmes indiennes. Alors le film est muet, donc je vous le montre tel quel. Donc, voilà
voilà les lavandières indigènes, alors celles-ci les moins, avec leur natte. Donc c'est sur le fleuve, donc on peut imaginer que l'élite donne à laver tous ses vêtements et que les Indiennes descendent au fleuve qui se trouve en contrebas de la ville. Et Enda, bon, voilà, filme les enfants. Je vous parlais tout à l'heure de ces bidets qui sont apparus dans les années 20 à Quito. Là, vous avez les premiers accessoires copiés de France. Alors là, on passe à autre chose. Vous voyez, l'élite, par contraste, ce sont justement les propriétaires du journal El Comercio qui ont en grande partie donné l'argent pour tourner le film. Et vous allez voir un détail intéressant, ce chien qui est apparu brusquement, qui est un Danois. Je vous le montre parce que je ne pense pas qu'Endara l'ait fait exprès, mais le Danois, c'est ce qu'on appelle un chien de guerre. C'est les chiens qu'utilisaient les Espagnols au XVIe siècle pour déchiqueter les Indiens pendant la conquête. Donc ça me semble symboliquement incroyable qu'ils mettent un Danois après avoir montré les Indiens. Là, on voit le couvent de San Agustín, qui est là où a été proclamée l'indépendance de l'Équateur, où l'évêque de Quito, avec une jeune gouvernement en 1809, a proclamé l'indépendance. Et là, vous voyez un deuxième lieu extrêmement sacré, qui est l'ermite de la Vierge de Guapulo. C'est la Vierge de Guadalupe mexicaine, qui reçoit un culte à Quito et qui protège Quito des tremblements de terre. C'est une Vierge qui porte une arquebuse dans les mains, etc. C'est une Vierge guerrière. Là, vous voyez les eucalyptus. Quito est absolument peuplé d'eucalyptus depuis le 19e siècle, qui ne sont pas du tout des arbres andins, mais que le président García Moreno a voulu installer partout, qui sont des arbres qui pompent l'eau dans le sol. Et ici, l'élite à nouveau, sur la Alameda, donc l'endroit où on se promène le week-end, et où on vient voir l'observatoire qu'a offert la France en hommage à la Condamine au début du XXe siècle, pour célébrer l'expédition géodésique de la Condamine en 1735-1744. Donc là, l'élite vient d'une certaine façon communier avec la France, et là, vous voyez encore cette élite équatorienne. Vous allez les voir s'embrasser, se donner l'accolade, la fameuse accolade dont parle Michaud, et qui l'exaspère tant, vous vous souvenez. Vous voyez aussi les voitures, etc. Et là, une maison que Michaud a connue, puisque c'est celle de Rijon y Caamaño, qui était liée à la famille Gangotena, qui est un des plus grands collectionneurs d'archéologie à Quito, et qui a constitué une maison musée et bibliothèque que vous voyez là, qui est aujourd'hui la bibliothèque municipale et les archives municipales de Quito. J'ai beaucoup travaillé dans ce bâtiment. Voilà, et ça c'est la famille Gangotena, vous voyez, un objet archéologique dans les mains, et la banque, le journal El Comercio. Voilà, fin du premier extrait, pour vous montrer, vous voyez, ce contraste entre Indien, élite blanche, qui est si notable dans le livre. Voilà. Alors le deuxième extrait, justement, pour vous signifier que Quito est une ville de citadins des champs, puisque notre cinéaste, comme Michaud, se balade à l'aise dans la campagne environnante, tout en disant qu'il est toujours à Quito. Donc là, vous allez voir une hacienda que Michaud a connue, puisqu'elle appartient au monsieur collectionneur d'art que vous voyez. C'est l'hacienda de Chilio Rijon, là où Alexandre de Humboldt a vécu 6 mois. Et dans cette hacienda, beaucoup d'histoires, mais je ne vais pas vous la raconter aujourd'hui, mais cette hacienda est une de celles qui compte le plus dans les environs de Quito, et elle est un peu à l'image de toutes les autres haciendas qui entourent Quito. On y arrive par une allée, évidemment, d'eucalyptus, et là vous commencez à voir l'hacienda. L'essentiel du corps de la maison date du XVIIIe siècle, mais l'escalier, par exemple, que vous avez vu, date de 1872.
de même que cette rambarde. Bon, c'est une maison que je connais très très bien, que j'ai étudiée en détail, et c'est une maison, vous aviez aussi une piscine, on la voit plus loin dans le film, etc. Ça c'est la partie 18e siècle où habitait Humboldt, Alexandre de Humboldt, parce que cette hacienda appartenait au marquis de Selva Alegre. Et Gijón avait une industrie textile juste à côté, il a introduit des machines françaises, etc. La piscine de l'hacienda, qui aujourd'hui ne fonctionne plus, mais vous voyez l'élite blanche dans la piscine et les Indiens à côté qui observent. Ça, c'est le paysage de Quito. C'est la vallée interandine, le haut plateau. Quito est construit sur un replat. Vous voyez le replat, hein. Derrière la montagne, c'est l'Amazonie. Et ici, une des multiples petites places de la ville. Il y en a énormément. Mais l'intérêt, c'est ce qui vient maintenant. C'est la partie de la ville où Michaud s'est promené quand il quittait la maison des Gangotena et qu'il allait chez les Indiens. Il disait qu'il montait, il allait chez les Indiens, donc il passait exactement par là. Vous voyez le volcan derrière, il y a 3 volcans autour de Quito, là c'est le volcan Pichincha, et ça c'est l'hôpital Espero qui était tout près de la maison où habitait Michaud. Bon, peu importe, là c'est le cinéaste qui se filme lui-même, un Indien qui coupe des fleurs, ça c'est l'hôpital toujours Espero, qui va peut-être d'ailleurs devenir le siège des archives nationales à l'avenir, on ne sait pas encore, qui a fonctionné comme hôpital pendant tout le XXe siècle, après l'avoir été au XIXe siècle. Donc Michaud passait par là devant, en sortant de chez les Gangotena, avant de monter chez les Indiens en haut. Je voulais vous montrer ça, et alors juste après, vous allez voir la place principale de la ville, là voilà, la Plaza Grande, la place de l'indépendance, qui était couverte d'arbres à l'époque, aujourd'hui il n'y en a plus aucun, avec la cathédrale et le palais du gouvernement, et vous allez voir très vite la statue qui se trouve au centre de la place, avec la statue de la liberté, puisque Quito est la première ville d'Amérique à avoir poussé le cri de l'indépendance en 1809. Et ce passage-là aussi m'a beaucoup intéressé, c'est le défilé du Corpus Christi. À l'époque, les libéraux sont au pouvoir et les libéraux ont interdit à l'Église de faire des processions en ville. Et donc la stratégie qu'a trouvée l'Église, c'est de faire la procession sur la balustrade de la cathédrale. Donc on sort de la cathédrale, on fait le tour de la balustrade et on rentre à nouveau dans la cathédrale. Cette cathédrale de Quito est la seule en Amérique latine qui ait gardé des rites ésotériques. Si vous y allez pendant la Semaine Sainte, les chanoines se déguisent en blanc. Si vous y allez pour Pâques, pour le jour le dimanche de résurrection, vous avez des chanoines en noir qui symbolisent l'obscurité qui court dans la cathédrale, et ensuite des chanoines en blanc qui arrivent symbolisant la lumière, et ensuite on éclaire petit à petit la cathédrale. Vous n'avez plus ça qu'à Quito, et il y a encore quelques années à Séville. Là, on voit le couvent de San Francisco, qui est juste en face de la maison où habitait Gangotena. Donc ce paysage-là, il y a 4 cloîtres dans le couvent de San Francisco. Là, évidemment, Michaud est forcément allé un certain nombre de fois, je ne peux pas vous dire combien, évidemment, dans ce couvent où, vous voyez, on avait de l'élevage et des abeilles encore en 1929. Le couvent fabriquait son propre miel qui était vendu en ville. Voilà. Là, on est dans une des rues qui jouxte là où se trouvait Michaud. On est toujours en plein centre-ville. De toute façon, Michaud habitait sur la place San Francisco, tout près de là. Voilà, Michaud, quand il sortait de chez lui, avait cette vision-là. Là, on est place San Francisco. Vous voyez les femmes habillées façon encore année folle, avec quelques décalages, peut-être, en 1929. Ça, c'est la place Santo Domingo, avec la statue du maréchal Sucre. Autre place très proche aussi du domicile de Michaud, etc. Voilà, ça, c'est la fin du deuxième extrait. Voilà.
Et alors, très rapidement, pour pas abuser avec vous, un troisième extrait où là vous allez voir vraiment l'élite blanche qui a pu exaspérer notre cher poète. Là, c'est quand même le président de la République de l'époque, évidemment l'armée. Alors, l'armée a soutenu les libéraux à l'époque, la cathédrale de Quito, une des plus belles d'Amérique latine, avec la croix. Il y a 7 croix à Quito. Là, c'est la rue qu'on appelle des 7 croix, le palais de gouvernement à droite, avec la grille du palais des Tuileries que l'Équateur a racheté à la France en 1873. Le temple de la Compagnie, donc le grand temple jésuite, où se trouvent les reliques de Santa Mariana de Jesus, qui offre une protection magique à la ville, considérée comme la plus belle église jésuite au monde, et c'est vrai. Et là, à nouveau, le couvent de San Francisco, donc juste devant la maison de Michaud. Michaud habite juste là, à gauche, à 40 mètres. Donc c'est le spectacle qu'il avait quand il sortait de chez lui, enfin quand il sortait de chez les Gangotéens. Et là, c'est le club de tennis de Quito, le tennis club, où justement vont jouer au tennis les Gangotéens, les Rijon et les autres, donc les gens qui ont accueilli Quito, qui ont accueilli Michaud à Quito. C'est pas pour vous montrer du tennis, mais pour vous montrer la scène qui suit, où vous voyez cette élite, bon, très à l'aise, hein, certains d'entre eux ont vécu en Angleterre ou en France, mais vous allez les voir ensuite danser du tango. Vous voyez les Indiennes dans le rôle de bonne à tout faire, hein, et l'élite à chapeau toujours. Et alors la séquence suivante, on danse le tango, hein, c'est la grande époque du tango, 1929, qui va ensuite exploser. Alors je ne sais pas si Michaud a dansé, mais voilà. Bon. Et alors le dernier extrait, et ensuite je ne parle plus, peut-être l'extrait le plus intéressant, car vous allez y voir vraiment les rues de Quito, et je vous préviens à la fin, des comédiens. Souvenez-vous que dans le livre, il est question de comédiens. Alors, voilà. Là, on est sur la place devant le palais du gouvernement, qui est au fond. Toujours la statue de l'indépendance. Et après, le cinéaste s'est amusé à prendre les rues. À Quito, il y a ce qu'on appelle les rues du soupir. On est à 3000 mètres et souvent les rues sont assez raides. Hein, c'est toujours un jeu pour les Quiténiens d'observer les touristes dans leur ascension des rues de Quito. Ça, c'est le théâtre Sucre, où se produisaient les chanteurs d'opéra italiens, les troupes justement de théâtre espagnoles, comme celle qui vient à Quito, que décrit Michaud. Les Quiténiens étaient très fiers du théâtre Sucre, encore aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est les rues qui montent, qui vont vers le volcan. Les fameuses voitures, dont Michaud nous parle quand même à plusieurs reprises. Voilà. Ensuite, on revient plus vers le centre. À nouveau, la place centrale. À nouveau, quelques rues. Et le dernier passage s'annonce, où vous allez voir un cirque, mais qui est un cirque théâtral, pas un cirque comme chez nous, qui est arrivé à Quito. Donc, bon, ça, c'est la fanfare du palais présidentiel, avec les dames de l'élite. Voilà, il y a peut-être des dames Gangotéens parmi elles. Et juste après, vous allez voir les comédiens qui arrivent en ville. Bon. Désolé pour la fanfare, ça dure un petit peu. Non, mais il n'y a pas de son. Voilà des chameaux dans Quito, avec des comédiens
dont je ne peux pas vous dire la nationalité, mais je ne pense pas qu'ils soient équatoriens. Ils sont peut-être nord-américains ou peut-être espagnols, mais justement, voilà, je voulais terminer sur le visage de ce monsieur, parce que justement, le visage de ce comédien a cette espèce de regard dont nous parle Michaud et qui contraste avec celui des Quiteniens. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup.